Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce webinaire, un webinaire que l'on dédie au mariage et au divorce. Alors, de façon très concrète, on va pouvoir rentrer dans un certain nombre d'informations dont vous allez pouvoir avoir besoin. Avec moi, Caroline. Caroline, fais-moi un petit coucou. Voilà, super. Coucou, bonjour à tous, ravi d'être là. Bon, génial. Et donc, ça fait quand même la 5e fois avec Caroline que l'on co-anime. Alors, devrais-je dire plutôt, c'est Caroline qui anime et moi qui dis quelques petites phrases de temps en temps. 5 fois déjà, c'est la 5e, dis donc. C'est la 5e, exactement. Alors, il y a toujours autant de monde. Et puis, alors, il y a un truc qui est très important. Vous êtes en direct. Donc, ça veut dire que vous pouvez vous poser vos questions. Vous pouvez également voir le replay, puisqu'il vous arrivera très exactement 5 minutes après à la fin de l'issue de cette réunion. Et donc, moi, ce que je vous propose, c'est de regarder ensemble directement ce webinaire, qui est intitulé « Je me marie, quel contrat pour quel mariage ?» Et avec nous, Caroline qui va prendre la réunion. La parole. Voilà. Bon. Allez, je vais monopoliser la parole. Voilà, donc je suis vraiment ravie d'être là, ravie Patrick d'être à tes côtés, ravie de vous accueillir. Donc comme l'a dit Patrick, c'est aussi un moment pour vous. Donc moi, je vais passer en revue un certain nombre de points de droit, de problématiques que vous pourriez vous poser. Et n'hésitez évidemment pas à nous poser des questions. Vous allez voir, c'est divisé en différentes parties et à chacune des parties, à la fin des parties, vous aurez la possibilité de vous exprimer et de me poser toutes les questions que vous souhaitez. Et d'ailleurs, Patrick pourra peut-être, pourquoi pas, répondre à certaines questions. Alors, je me marie. Alors, j'ai vu passer comment choisir le bon mari ou la bonne épouse. Alors, ça fera peut-être l'objet d'un autre webinaire, mais on va pas forcément traiter les réseaux matrimoniaux ici, mais vraiment autre chose. Donc, d'abord, c'est si je me marie, donc c'est une bonne nouvelle, quel contrat choisir pour quel mariage et en d'autres termes, quel régime choisir, quel régime matrimonial adopter au moment où je me marie. Et en fait, il y a deux types de régimes matrimoniaux, soit le régime communautaire, soit le régime séparatiste, qui est donc forcément différent, et on parle donc de choses vraiment très, très, très distinctes en termes de contrat de mariage. Donc, premier contrat de mariage, c'est ce qu'on appelle la communauté légale réduite aux acquis. En fait, lorsque vous vous mariez dans ce cas de figure-là, vous ne signez pas de contrat de mariage, et lorsque vous ne signez pas de contrat de mariage, dans ce cas-là, vous rentrez dans ce qu'on appelle la communauté légale réduite aux acquis. Et donc, dans cette communauté légale, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous vous mariez et à ce moment-là, du jour de votre mariage, vous formez une sorte de bloc, donc ce qu'on appelle une communauté, donc un ensemble, à la fois avec votre époux et avec vous. Et ce bloc-là, cette communauté légale, va vous permettre d'être solidaire en termes à la fois d'actifs et de passifs, c'est-à-dire que tout ce que vous allez percevoir va rentrer dans l'actif communautaire et toutes les dettes qui vont être les vôtres, ce sera le passif communautaire. Exception faite de ce qu'on appelle les biens propres, donc que ce soit les héritages, les donations, les legs, ou alors ce que vous aviez éventuellement avant votre mariage. Et donc, dans cette communauté légale, l'enrichissement de l'un, vous l'avez compris, profite à l'autre. Et donc, ce régime communautaire protège donc celui dont les revenus sont forcément les plus faibles, celui qui renonce par exemple à son emploi pour s'occuper de sa famille, celui qui collabore gratuitement, pourquoi pas, à l'activité professionnelle de l'autre. Donc oui, pourquoi pas cette communauté légale, mais attention, il y a un mais, donc j'ai changé un peu vite. Donc c'est quoi le mais? Peut-être que vous l'avez aussi compris. Si l'enrichissement de l'un profite à l'autre, eh bien le mais, c'est que les risques de l'un sont supportés par l'autre. C'est la raison pour laquelle la communauté réduite aux acquis est
pour un peu quand même déconseiller aux couples dont l'un des membres exerce une activité indépendante, par exemple une activité libérale, et cet inconvénient éventuellement peut être pallié si le conjoint exerce son activité, par exemple, dans le cadre d'une société à risque limité ou avec le statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Donc ça, c'est vraiment la communauté légale réduite aux acquis. Pourquoi ne pas l'adopter, mais attention au risque. Et donc, si on ne l'adopte pas, ce qu'on adopte, c'est un régime séparatiste qui s'appelle la séparation de biens. À ce moment-là, on signe un contrat de séparation de biens. C'est vraiment le contrat le plus fréquent pour le contrat de mariage lorsqu'on se marie. Alors, ce contrat-là, il dit quoi? Il dit qu'à partir du moment où vous vous mariez, en fait, ça ne change pas grand-chose dans vos finances respectives puisque tout reste séparé. Vous êtes séparés de biens, donc ce qui appartient à madame appartient à madame, ce qui appartient à monsieur appartient à monsieur. Il n'y a pas de bloc communautaire comme je disais tout à l'heure. Donc, cette séparation de biens est particulièrement adaptée aux couples dont l'un des membres exerce une activité professionnelle indépendante, profession libérale, commerçant, etc., puisque ce régime, il met à l'abri, en principe, le conjoint, il met à l'abri des créanciers professionnels qui peuvent exister. C'est aussi un régime qui peut profiter, qui peut être utile pour ceux qui ont des enfants, par exemple, d'un premier mariage et pour éviter des problèmes de partage entre les enfants et leur beau-père et leur belle-mère, parce que, bon, en général, on aime bien son beau-père et sa belle-mère, mais parfois, c'est un peu comment dirais-je, allez, on va employer un terme très, 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 très joli, de mésentente, pour ne pas dire plus. Et évidemment, c'est aussi un régime qui est aussi à conseiller pour ceux qui disposent d'un patrimoine important et qui souhaitent pouvoir disposer librement des revenus de ce patrimoine sans avoir à rendre des comptes. Donc ça, oui, sur ce régime. Alors après, attention, parce que là, il y a aussi des inconvénients. Donc c'est le oui mais, séparation de biens, oui mais, l'enrichissement de l'un ne profitant pas à l'autre, ce régime fragilise forcément l'époux qui va collaborer gratuitement pendant des années à l'activité de son conjoint ou bien qui renonce par exemple à son activité professionnelle pour s'occuper des enfants. Dans ce cas-là, évidemment, pour lui, bah, c'est un risque à prendre. Et par ailleurs, ce qui est quand même important à savoir, c'est que le bon fonctionnement de ce régime exige quand même une certaine rigueur des époux qui doivent conserver une gestion séparée de leurs affaires. Voilà, donc c'est quelque chose, en l'occurrence, qui est quand même assez fréquemment utilisé dans le cadre d'un mariage. Alors, il y a d'autres régimes, je vais quand même vous en dire un mot, d'autres régimes communautaires stricto sensu. Donc, la communauté universelle en général est adoptée par les époux qui ont certaines durées de mariage, donc voilà, plusieurs décennies de mariage et qui vraiment souhaitent se protéger en cas de décès. Qu'est-ce que nous dit cette communauté universelle? Elle nous dit tout simplement que du jour où on adopte ce contrat de communauté universelle, tout devient commun, y compris les biens propres. Et donc, au décès de l'autre époux, eh bien, il va même pas hériter, en fait, il sera propriétaire et il aura en sa possession l'intégralité de la communauté qui appartient à la fois à l'un et à la fois à l'autre des époux. Donc, c'est un régime extrêmement protecteur, notamment en cas de décès, donc si on veut protéger son conjoint. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle la participation aux acquits, donc toujours contrat de mariage, participation aux acquits. Et là, on parle d'un régime très hybride, qui est en fait très, très peu usité aujourd'hui. Ça l'a été plutôt dans les années 50-60, donc aujourd'hui, on le voit quand même assez peu, voire plus du tout. En fait, qu'est-ce qu'il nous dit
ce régime. Il nous dit que pendant la durée du mariage, il fonctionne comme une séparation de biens. Donc, pendant la durée du mariage, les biens sont séparés. Par contre, à la dissolution du mariage, il y a un équilibre qui s'effectue entre le patrimoine originaire de chacun des époux et son patrimoine final. Donc ça, c'est plutôt, on va dire, conseillé, en tout cas, ça a été conseillé à l'époque par les notaires aux couples dont l'un des époux exerce une profession libérale ou à risque professionnel, en tout cas à la dissolution, si jamais donc il y a une dissolution, donc que les époux divorcent, l'époux qui ne travaille pas ou qui a cessé de travailler bénéficiera à ce moment-là de l'accroissement du patrimoine de l'autre. Donc ça, c'est intéressant pour éventuellement un époux qui ne travaille pas. En tout cas, au moment des opérations de liquidation, puisqu'on parle des opérations de liquidation au moment du divorce, ces opérations-là, sur ce régime de participation aux acquis, restera très complexe. J'ai parlé beaucoup. Je pense que voilà, il y a des choses qui ont forcément été saisies. Et donc, comme on a l'habitude de faire avec Patrick, pour savoir si vous avez tout compris, petit quiz sur ces régimes matrimoniaux. Donc, question, je décide de monter ma boîte et ma femme me demande en mariage. Enfin, ma femme, en tout cas, ma compagne me demande en mariage. Donc, alors après, ça peut être dans les deux sens. Hein. Je décide de monter ma boîte et puis mon compagnon me demande en mariage. Donc, 1, je signe un contrat de séparation de biens. 2, je ne signe pas de contrat de mariage. Et puis alors 3, après réflexion, en fait, au vu du webinaire suivi de Caroline et Patrick, je décide de ne plus me marier. C'est beaucoup trop risqué. Voilà, donc on attend les réponses à ce petit quiz. Voilà. Et donc la réponse est la bonne, c'est la réponse. Voilà, c'est ça. Après réflexion, je ne me marie pas. C'était la 3, évidemment. Donc non, je signe un contrat de séparation de biens pour me protéger, et notamment pour protéger mon conjoint des dettes éventuelles que pourrait entraîner le montage de ma boîte, n'est-ce pas? Voilà. Alors, est-ce que sur cette partie-là, vous avez des questions? Est-ce que tout est bien clair? Voilà, avant de passer à la suite. Je vais te lancer une question, Caroline, parce que tu. Non, toi, t'as pas le droit. Oui, si, parce que c'était très intéressant et je trouve que dans un de tes LinkedIn, d'ailleurs, ce que j'invite chacun d'ailleurs à se mettre en relation avec LinkedIn, avec Caroline, où tu racontais effectivement une anecdote, mais qui ne doit pas être très amusante pour les gens qui le vivent, qui est un couple qui voulait se protéger mutuellement en cas de décès de l'un ou de l'autre. Et au moment où ils auraient pu faire ça de façon, je dirais, très familiale, les enfants se sont opposés et aujourd'hui, tu es obligé de composer avec et notamment de demander l'intervention d'un juge. Exactement, parce qu'en fait, quand on passe d'un régime matrimonial à l'autre, normalement, on n'a pas besoin d'autorisation du juge, donc on peut le faire sans intermédiaire du juge aujourd'hui, puisque les choses ont changé. Et donc, par contre, quand on passe par exemple, du régime communautaire classique au régime de la communauté universelle, il faut l'accord des enfants lorsqu'ils sont majeurs. Et dans mon dossier, ces enfants ont refusé, donc ont manifesté leur opposition. En fait, pourquoi? C'est assez glauque, hein, je dois le dire, parce qu'en fait, ils veulent pas attendre le décès des deux parents pour hériter, mais ils veulent hériter au décès d'un seul parent. Et donc, du coup, ils ont manifesté leur opposition. Et donc, moi, je suis obligée de saisir le juge pour que le juge autorise ce changement de régime matrimonial, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il n'y a pas d'opposition d'enfant. Tout à fait. Alors, des questions sont arrivées. Frédéric qui pose comme question, quel est l'impact, je suppose, d'un contrat de mariage sur la déclaration d'impôt, enfin, voilà, quel est l'impact sur la déclaration d'impôt sur le revenu du contrat de séparation? Alors, en fait, vous pouvez faire 2 déclarations séparées si vous êtes en séparation de biens et que vous n'habitez pas sous le même toit. Donc ça, c'est une particularité de la séparation de biens. Maintenant, ça n'arrive pas souvent, mais c'est arrivé. Moi, j'ai déjà eu des clients qui, mariés, n'habitaient pas sous le même toit
et avec un contrat de séparation de biens. Et dans ce cas-là, bon, il y a déjà moins de risques de s'engueuler au quotidien. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle les couples non cohabitants. Je ne sais pas si vous savez, mais à l'INSEE, il y a une catégorie nouvelle qui est apparue depuis quelques années, et c'est ce qu'on appelle les couples non cohabitants, les CNC. Bref, donc ces couples non cohabitants, ils peuvent être mariés, et lorsqu'ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens, eh bien, il y a 2 déclarations d'impôts séparés. Sinon, il n'y a absolument aucune conséquence directe quant à la déclaration des impôts. Il y en aura, il peut y en avoir ensuite si on se sépare et dans le cas du divorce, mais en tous les cas, sur le contrat de mariage, sauf à ce que tu complètes, Patrick, mais il n'y a pas de conséquences directes sur la déclaration d'impôts. Tu as très très bien résumé la situation. Autre question, Satya, qui décide donc, enfin qui nous manifeste qu'il ne comprend pas. Il est le gérant de sa société, donc traduire l'associé avant tout. Hein, je pense que c'est la chose la plus importante. C'est-à-dire, Satya, tu détiens les parts de la société dans laquelle tu travailles, donc visiblement une SARL, et son épouse aurait également le droit sur la société. Alors de façon très concrète, Satya, tout dépend bien évidemment de 2 choses. Est-ce que la société, tu l'as créée avant ou après le mariage? Ça, c'est un point qui est très important. Quel est le contrat ou l'absence de contrat que tu as mis en œuvre? Mais je pense, du fait de ta surprise, alors tu m'arrêtes, hein, bien évidemment, si je me trompe, que sans doute la société, tu l'as fait après le contrat de mariage, après le mariage, tout simplement. Cet argent, a priori, provient d'argent en commun. Donc, même si tu as 100% des parts, même si tu es en URL, par exemple, eh bien, ton épouse, virtuellement, a 50% de la société au cas où il arriverait un pépin à toi ou si vous voulez divorcer. Absolument, ben voilà. Mais tu n'as plus besoin de moi, cher Patrick. Mais si, pour la compagnie. Et Satya nous dit, même si mon épouse n'est pas une associée, je te confirme, hein, c'est pour ça que j'ai utilisé volontairement le terme de 100%. Hein, c'est-à-dire que voilà, donc absolument. Au moment des opérations de liquidation, l'épouse de Satya aura le droit à 50% des parts de la société. Voilà. On passe peut-être à la suite, l'heure qui tourne. Alors, vous vous êtes marié et vous êtes heureux avec votre épouse ou votre époux et tout va bien dans le meilleur du monde jusqu'au moment où ça ne va plus, n'est-ce pas? Parce qu'il y a quand même un divorce sur 3 en France et un divorce sur 2 à Paris. Ce que je ne vous souhaite pas, mais on ne sait jamais. Et donc, vous divorcez et quels sont les risques pour quelle situation? Alors, on va d'abord parler de ce qu'on appelle, vous en avez peut-être entendu parler déjà, de la prestation compensatoire. Qu'est-ce que c'est que ce truc de prestation compensatoire? Lorsque vous vous séparez, lorsque cette rupture crée une disparité dans les conditions de vie respectives de chacun des époux, alors l'époux ou l'épouse qui a des conditions de vie moins importantes peut réclamer à l'autre, peut avoir le droit à une indemnité qui s'appelle prestation compensatoire. Cette prestation compensatoire-là, elle est donc fonction de multiples critères qui nous sont donnés par le Code civil, des critères qui ne sont d'ailleurs pas exhaustifs. Donc, ça peut être c'est la durée du mariage, c'est l'âge des époux, c'est la santé des époux, c'est les choix professionnels de chacun, c'est évidemment les revenus, c'est les droits à la retraite, c'est les droits liquidatifs. Voilà, donc c'est éventuellement le nombre d'enfants, etc. Donc c'est tout un tas de critères, le patrimoine estimé aussi après liquidation de régime matrimonial. Donc voilà, c'est tout un tas de critères qui sont prévus par le code, qui font que on peut envisager ou pas le règlement d'une prestation compensatoire. Donc est-ce qu'on a le droit ou pas à une prestation compensatoire? Est-ce qu'on va devoir verser à son conjoint une prestation compensatoire qui est aussi fonction du patrimoine de chacun des époux, donc ça je l'ai dit et c'est important, ou pas. Et donc si on a le droit, à combien va s'élever cette prestation compensatoire, quel va être le quantum de cette prestation compensatoire, en sachant que cette indemnité-là,
Donc, cette prestation, et ça c'est la jurisprudence qui nous le dit, n'a pas pour but de compenser le choix des époux d'avoir opté pour un régime séparatiste. D'accord? C'est-à-dire que, entre termes, on a voulu être en séparation de biens. Eh bien, donc en séparation de biens, il y a un des époux qui, au moment du partage, ou au moment du divorce, va avoir beaucoup plus que l'autre, parce que forcément, ça lui appartiendra et ça n'appartiendra pas à l'autre. Cette prestation compensatoire, elle ne va pas faire un équilibre pour trouver le même chiffre entre ce qu'a l'époux et ce qu'a l'épouse. En revanche, on va se servir de ce critère-là du patrimoine de chacun au moment du divorce pour envisager le quantum de la prestation compensatoire, et ce quantum-là, il va être calculé en fonction de différentes méthodes existantes. Donc, on a beaucoup de méthodes, que ce soit des méthodes empiriques, que ce soit des méthodes doctrinales, que ce soit maintenant des méthodes d'intelligence artificielle, puisque nous, au cabinet, aujourd'hui, on s'est équipé d'un super outil d'intelligence artificielle qui s'appelle Caselo Analytics et qui permet, grâce à des algorithmes qui nous donne des milliers de décisions jurisprudentielles qui sont à peu près les mêmes que le cas soumis. Voilà, donc un outil qui nous donne des résultats par rapport à ça. Bref, donc il y a beaucoup de méthodes, il y a beaucoup d'outils qui nous permettent de calculer un quantum de prestations compensatoires. Voilà, et donc c'est quelque chose alors qui est parfois assez mal perçu d'un côté ou assez mal perçu de l'autre. Bon, en fait, il faut essayer de se mettre à la place de chacun. C'est-à-dire que vraiment, le cas d'école de la prestation, de versement de prestations compensatoires, c'est par exemple l'épouse qui a sacrifié sa carrière professionnelle et qui n'a pas travaillé ou très très peu pendant le mariage pour s'occuper des enfants, pour s'occuper de la famille, pour favoriser la carrière de monsieur, et donc qui se retrouve du jour où les époux vont se séparer avec des revenus extrêmement faibles, avec une incapacité de pouvoir trouver un travail rémunérateur, avec des droits à la retraite également extrêmement faibles, etc. Et donc, c'est pour pallier à ces besoins futurs que cette prestation compensatoire a été mise en œuvre. Voilà. Et moi, j'ai l'habitude, plutôt que de parler de quantum tout de suite quand on se sépare, d'envisager les besoins des uns et des autres pour que ça ne soit pas simplement un chiffre qu'on met sur la table et donc une négociation de chiffres, mais vraiment qu'on comprenne dans le cadre du divorce ce que ça signifie, en sachant que je suis formée, tu le sais Patrick, au mode de règlement amiable des différends. Donc aujourd'hui, je suis formée au processus collaboratif et je suis en train de suivre une formation, un DU. Donc j'ai ma carte d'étudiante, c'est génial, en médiation, voilà. Donc voilà, moi je suis toujours pour privilégier le dialogue, surtout en matière familiale. Voilà, donc sur cette prestation compensatoire, il y a une petite question qui est posée. Satia, qui a priori s'est mariée à l'étranger, me signale qu'il n'a rien signé pendant le mariage et il dit quel régime s'appliquera pendant le divorce. Alors ça revient donc le chapitre d'avant. Tout dépend quel pays. Tout dépend quelle loi applicable. En fait, la loi applicable est celle du lieu où on s'est installé tout de suite après le mariage. Donc, imaginons qu'on soit marié à l'étranger et qu'on s'installe en France tout de suite après le mariage. Dans ce cas-là, c'est la loi française qui s'applique au régime matrimonial. Donc, il n'y a pas de signature de contrat de mariage et dans ce cas-là, ce sera le régime communautaire. Si, par exemple, on se marie aux États-Unis, dans tel État, parce qu'alors en plus ça dépend des États, etc., et qu'on est resté aux États-Unis l'année qui a suivi le mariage, dans ce cas-là, ce sera la loi américaine qui sera applicable. Donc tout dépend du pays et tout dépend du lieu, du domicile conjugal, en fait, où on s'est installé après le mariage. Donc petit quiz juste pour terminer sur cette affaire de prestation compensatoire. Je divorce après 2 ans de mariage, 20 ans de vie commune. Notre patrimoine commun a été évalué à 1 million d'euros, soit 500 000 euros chacun. Mes revenus sont d'environ 10 000 euros par mois et mon conjoint de 2 000 euros. Alors, petit 1, mon conjoint peut-il prétendre à une prestation compensatoire d'environ 50 000 euros? Mon conjoint ne peut prétendre à rien. Après réflexion, bah oui, je ne divorce plus forcément. Je reste mariée. Donc,
Réponse. Alors, en fait, c'est un peu une question piège. Il se méfie, là. Il se méfie. Hein. Il se méfie, voilà, c'est ça. Mais vous avez raison de vous méfier parce que c'est une question piège. Parce que dans la question, en fait, vous avez deux éléments contradictoires. Vous avez les 2 ans de mariage et vous avez effectivement la grosse disparité au niveau des revenus et pas de disparité au niveau du patrimoine. Donc là, on est un petit peu tangent. Pourquoi? Parce que 2 ans de mariage, c'est souvent pas suffisant pour allouer une prestation compensatoire, en sachant que la vie commune, si vous n'étiez pas marié, n'est pas pris en compte dans cette prestation compensatoire-là. Donc, vous avez pu rester en concubinage pendant 20 ans. La jurisprudence, elle s'en fiche si vous n'étiez pas marié. Donc, vous n'avez que 2 ans de mariage. Donc, 2 ans de mariage, on n'est pas sûr que ça puisse amener la possibilité d'avoir une prestation compensatoire. Cela étant, si on avait plus que 2 ans de mariage, eh bien, dans ce cas-là, oui, il y a une prestation compensatoire dont on doit évaluer le montant en fonction de différents critères. Donc, en vrai, ça peut être la réponse 1 ou la réponse 2. Voilà, voilà. Y a-t-il des questions? Bravo, Makram, qui a répondu. Ah non, 2 et 3, non. 3, oui, non, mais ça, c'est sûr. 3, c'est sûr. Alors, est-ce que vous avez des questions? Alors moi j'ai une petite anecdote de nouveau, hein, où j'ai eu des clients qui ont suivi ce webinaire et monsieur et madame répondaient au même moment en question puisqu'ils suivaient tous les deux. Et comme il me disait, peut-être qu'il aurait répondu différemment s'il avait été tout seul. Il y avait plus une âme chevaleresque d'un seul coup qui naissait. Boum. C'est sûr. Bon. Alors il n'y a pas de questions. On va faire la troisième partie, allons-y. Eh bien, alors, allons-y. Hop, on continue. On continue par la suite d'un divorce. Donc, quand on divorce, il y a 2 choses qui se passent. Il y a, a-t-on le droit ou pas à une prestation compensatoire? Et il y a ce qu'on appelle la liquidation des biens de la communauté. Et là, voilà, qui dit divorce dit liquidation et partage. Donc, soit on est en séparation de biens, et dans ce cas-là, on parle de biens indivis s'il y a des choses qui ont été achetées en commun. Sinon, on parle de communauté, de liquidation de communauté, de partage de communauté. Donc, si on est en séparation de biens, chacun reprend ses biens, c'est facile, en fait, à l'issue du divorce, puisque, a priori, rien n'est commun, sauf s'il y a des achats en indivision qui ont été effectués, et s'il n'y a pas de contrat de mariage, donc si on est en contrat, ou alors si on est en contrat communautaire, hein, je l'ai dit tout à l'heure, il y a différents contrats communautaires, dans ce cas-là, on doit passer par un acte liquidatif devant un notaire qui va effectuer ces opérations de liquidation. Donc, de manière très, très pragmatique, qu'est-ce que va faire le notaire? Il va faire une colonne active et puis il va faire une colonne passive. Dans cette colonne active, on va mettre les biens qui appartiennent à la communauté. Donc, imaginons des liquidités, imaginons un appartement qui constitue le domicile conjugal, plus un investissement, un immobilier financier, loi Pinel ou peu importe. Et donc, il va estimer ce passif communautaire. Et puis, de l'autre côté, il va mettre passif communautaire, donc les dettes qui sont des dettes communes, alors attachées, par exemple, aux biens immobiliers. Et ensuite, il va faire actif moins passif, ce qui va donner l'actif net de communauté. Cet actif net de communauté devra être divisé par 2, et c'est ce qu'on appelle ensuite les droits des parties. Donc, chacun des époux aura le droit à la moitié de l'actif net, auquel pourrait éventuellement être ajouté ce qu'on appelle les récompenses ou alors les créances entre époux, si par exemple il y a eu des biens propres qui ont été affectés à l'achat de certains biens, etc., qui sont rentrés comme ça pendant le mariage, et donc le notaire va effectuer toutes ces opérations, donc ces calculs de récompenses, ces calculs de créances de communauté, etc. Voilà, donc ça c'est vraiment extrêmement important au moment où on se sépare, parce que on ne peut pas divorcer, notamment par consentement mutuel, si on n'a pas liquidé préalablement son régime, le régime matrimonial, si on n'a pas procédé aux opérations de liquidation. Alors, si on est
Dans un cadre contentieux, c'est un petit peu différent parce que on peut liquider après le divorce, même si aujourd'hui le juge du divorce, contrairement à ce qui se passait il y a quelque temps, est aussi, peut parfaitement être aussi un juge de la liquidation. Voilà, donc vraiment, et puis de toute façon, c'est toujours difficile de divorcer en 2 fois presque, hein, puisqu'il y a le divorce et ensuite la liquidation. Donc vraiment, conseil du chef, liquider et en même temps divorcer pour tout faire. Et voilà, ce qui est fait évidemment n'est plus à faire. Moi, j'avais récupéré un dossier comme ça avec une liquidation qui n'avait pas été faite au bout de 30 ans. Au bout de 30 ans, il y a un monsieur qui était venu me voir, et donc ça datait des années, je crois que le mari a même plus de 30 ans, ça datait des années 70. Et donc dans les années 70, les époux avaient un bien en commun, et en fait la liquidation n'avait pas été faite. Et donc, on connaissait même pas l'adresse de l'ancienne épouse. Voilà, et puis alors monsieur était malade et c'était très très compliqué à mettre en œuvre. Bon, on a quand même réussi à y aller, et parce que monsieur était resté dans le bien pendant plus de 30 ans, donc il y avait une possession en fait de fait de l'endroit où il était, mais enfin c'était quand même complexe. Donc il y a des dossiers comme ça où on oublie de liquider, et le problème c'est que ça se répercute des années et des années, voire des décennies après. Et en plus de ça, souvent quand il y a un décès, on s'aperçoit qu'il n'y a jamais eu de liquidation, et donc ça pose quand même des problèmes importants. Voilà, voilà. Donc, petit quiz comme d'habitude. Je me suis mariée sans contrat de mariage et j'ai créé ma société durant mon mariage. Donc, je me suis mariée sans contrat de mariage et j'ai créé ma société pendant mon mariage. Je décide de divorcer, qu'advient-il de ma société? Alors, en fait, c'était un peu la question de Satya. Hein, voilà, donc on a répondu tout à l'heure, en vrai. Hein, elle appartient pour moitié à mon conjoint. Elle n'appartient qu'à moi. Et puis quoi encore? Ouais, c'est mon bébé, c'est moi qui l'ai créé. Après réflexion, je ne divorce plus. Mais oui, en fait, voilà, ce webinaire, c'est pour vous empêcher de divorcer. Ne divorcez jamais, jamais. Voilà, donc on a répondu tout à l'heure, c'était effectivement numéro 1. Alors, il y a quand même une astuce, Caroline, enfin une astuce, façon de parler, hein, et croyez-moi que on le dit en tant que conseil, mais si durant le contrat, durant le mariage, si la personne qui s'était mariée et avait créé sa société avec de l'argent issu d'une donation de ses parents, là, l'argent ne serait plus commun et la société ne serait plus commune. Oui, alors après, c'est toujours un petit peu difficile parce que cette création-là, après, on peut considérer, il y a eu quand même des cas où on a considéré que même si la société a été créée avant, il a pu y avoir une injection d'argent qui est de l'argent commun, etc. Donc, à ce moment-là, ça peut donner lieu, en tout cas, à contestation et à calcul différent au niveau du notaire. Mais oui, tout à fait. Ok. Alors, est-ce que, donc, alors je vois Guillaume qui nous dit 4, je prends une maîtresse. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas mis la 4e hypothèse. Juste avant, effectivement. Voilà, oui, alors attention parce qu'une maîtresse, ça peut coûter très, 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 très cher aussi. Même si le divorce pour faute n'existe quasiment plus ou n'est plus visité, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je suis une grande partisane du divorce amiable, et puis je vous dis, à l'époque, il y a plus de 25 ans, il y avait 80% des divorces qui étaient des divorces pour faute, puisqu'on n'avait pas vraiment d'autres choix procéduraux. Aujourd'hui, le divorce pour faute représente à peu près 2 à 3% des divorces, mais même pas au niveau de mon cabinet. Au niveau de mon cabinet, c'est le cas, mais même au niveau des statistiques générales et nationales, le divorce pour faute représente quasiment plus rien parce qu'on a vraiment d'autres choix qui s'offrent à nous et d'autres possibilités de divorcer. Et alors, je ne sais pas si vous savez, mais depuis le 1er janvier dernier, donc 1er janvier 2021, c'est tout nouveau. On a eu une très, très grosse réforme en profondeur de la procédure de divorce qui fait qu'avant, il y avait 2 étapes lorsqu'on divorçait devant le juge. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une étape. On assigne directement en divorce et ensuite, il y a tout un tas de
de choses à respecter avec différentes audiences, etc., avec la possibilité d'une médiation décidée par les parties. Enfin, tout ça fait que la justice familiale, mais même d'autres justices, mais en tout cas en droit de la famille, on se dirige vraiment de plus en plus vers tout ce qui est justice amiable. Daniel qui pose une question. Combien coûte le changement de régime, notamment des frais de notaire? Alors, ça coûte pas cher. Ça dépend du notaire, mais franchement, c'est quelques centaines d'euros. Uniquement le changement de régime matrimonial, c'est quelques centaines d'euros. Après, si vous devez passer par un avocat parce que tout dépend, en fait, imaginons une opposition des enfants, etc., il faudra rajouter les frais d'avocat voilà, aux frais simplement de notaire. Makram qui pose une autre question. S'il n'y a pas de contrat de mariage, qu'il y a eu création d'entreprise il y a quelques mois, comment fait-il pour protéger sa SASU et sa holding familiale en cours de création dans le cas où il y aurait malheureusement un divorce? Existe-t-il des mécanismes de protection? Alors, vous pouvez passer un contrat, en fait, devant notaire, et si votre épouse est d'accord, vous pouvez parfaitement faire en sorte, en fait, tout est possible, puisqu'il s'agit d'un acte sous seing privé, donc vous pouvez décider que d'un commun accord, cette société ne fera pas partie de la communauté et ne sera pas revendiquée par votre épouse au moment du divorce. Et donc, il faut trouver un notaire qui, voilà, simplement, il faut aller voir un notaire. Alors, attention au notaire que vous choisissez. Oui. Vraiment, c'est comme les avocats. Choisissez un notaire qui fasse du droit de la famille, dont l'activité principale, c'est pas le droit immobilier, c'est le droit de la famille, parce qu'il y a des mécanismes qu'un notaire en droit immobilier ou qu'un notaire classique ne connaît pas. Donc vraiment, choisissez votre notaire en fonction de ce qu'il pratique habituellement. Max qui pose une autre question. Comment justifier un contrat de mariage objectivement? Alors, il précise après, dans les statuts ou conditions de détention de transmission des titres en SAS, l'idée est de protéger la transmission des parts d'une entreprise familiale dans le futur. J'ai un petit peu de difficulté à comprendre la phrase. Parce que à la limite, je suppose que Max se pose des questions. Quel est le meilleur contrat de mariage? Peut-être. C'est peut-être ça. C'est comment peut-on véritablement choisir le bon contrat de mariage de façon très objective si on poursuit un certain raisonnement, peut-être notamment au niveau de la société. C'est peut-être ça, Max, mais je ne suis pas tout à fait sûr de ta question. Excuse-moi. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, parce que il y a, on n'a pas traité en fait, on a traité les problématiques mariage-divorce, on n'a pas traité la problématique décès et donc transmission et protection future, etc. Ça, c'est vraiment une partie entière qui doit être traitée à part entière, je veux dire, et c'est vraiment un notaire qui est spécialisé sur les testaments, les successions, etc., qui pourra vous donner les clés pour protéger vos proches en cas de décès ou en cas de problèmes dans le futur. Voilà, moi, c'est ce que je comprends de la question de Max, mais j'avoue que ouais, c'est un peu obscur. Il y a un autre point aussi où j'aimerais attirer l'attention des personnes, c'est la possibilité aussi de s'assurer en cas de décès pour permettre aux héritiers de pouvoir percevoir une assurance en cas de pépin majeur. Ça, je pense qu'on n'y pense pas suffisamment, notamment quand on peut protéger, enfin, prendre des assurances sur la tête des associés ou de plusieurs associés au cas où l'un venait à décéder. Max, pour ne pas avoir à répondre à la question, pourquoi un contrat de mariage, chérie? Si c'est une condition fixée avec la SS, c'est plus simple. D'accord. Bon. Alors, en fait, c'est pour te protéger, chérie. Parce que si j'ai des dettes, tu seras solidaire de ces dettes. Donc, on pourra se retourner, on pourra te saisir ton compte en banque. Voilà, et puis on pourra éventuellement saisir tes biens. Et voilà, ça sera des dettes communautaires. Donc, ça sera des dettes qui nous appartiendra à tous les deux, dont on devra répondre tous les deux.
Et donc, c'est pour protéger son conjoint, en fait. Daniel qui pose une question. Si j'ai bien compris, un des époux peut renoncer à sa part lors de changements de régime. Alors, en fait, c'est un petit peu plus complexe que ça. Lorsque on change de régime matrimonial, le notaire, il va spécifier certaines choses dans le régime matrimonial et il va, alors ça dépend de quel régime à quel régime on passe. Mais par exemple, sur un régime, imaginons qu'on soit en communauté et qu'on passe en séparation de biens, dans ce cas-là, le notaire, au moment de la rédaction du contrat, peut parfaitement dire voilà les apports de chacun au moment T, au moment où je signe le contrat, et donc exclure certaines choses éventuellement qui auraient été, qui auraient déjà fait partie de la communauté. Par exemple, de la même manière, si on passe d'un régime de séparation de biens à un régime communautaire ou même de communauté universelle, le notaire va prendre les apports de chacun des époux pour faire entrer ces apports-là dans la communauté, en fait. Donc, en fait, tout est possible à partir du moment où les époux sont d'accord. C'est vraiment le principe, en fait. Tout à fait. Bon, on va passer au point suivant. Enfin, un point suivant qui est plus un petit rappel qu'autre chose sur la fiscalité. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toujours des aspects fiscaux qui sont importants surtout quand vous divorcez. Quand vous divorcez, il y a des aspects fiscaux qui sont importants, notamment par rapport à la prestation compensatoire, par rapport aussi à la liquidation des biens de la communauté. Donc, sur la prestation compensatoire, il faut savoir que cette prestation compensatoire-là, elle est déductible. Donc, en fait, alors, tout dépend en combien de temps. Et là, il y a en plus un projet de loi par rapport à ce que je vais vous dire qui va venir changer les choses. Mais en l'état aujourd'hui, lorsqu'on verse une prestation compensatoire, si on la verse en une fois, donc en capital, parce qu'elle peut être versée soit en capital, soit en rente sur 8 ans, voire plus. Donc, si on la verse en capital en une fois dans un délai de moins d'1 an, dans ce cas-là, c'est une réduction d'impôt à hauteur de 7 600 et quelques euros. Donc, on bénéficie de cette réduction d'impôt via cette prestation compensatoire qui n'est pas imposable pour celui qui la reçoit. Maintenant, si on verse une prestation compensatoire sur plus d'1 an, donc que ce soit 2 ans, 3 ans, 4 ans, voire beaucoup plus, si on est devant le juge, c'est maximum 8 ans. Donc ça va s'apparenter à une pension alimentaire et on va pouvoir déduire, donc ce sera une réduction, mais une déduction, et donc ça sera assimilé à une pension alimentaire comme ce qu'on peut payer pour les enfants. Et donc ce sera un avantage fiscal non négligeable. Par contre, ce sera imposable de l'autre côté pour la personne qui reçoit la prestation compensatoire payable en différentes mensualités. En sachant que le projet de loi là, qui arrive et que j'ai lu il y a très très peu de temps, en fait, ça va permettre a priori que ça soit aussi que la partie qui soit payée la première année soit également non imposable pour celui qui la reçoit. Mais bon, enfin, pour l'instant, c'est qu'un projet. Voilà, donc ça, c'est la prestation compensatoire. Et ensuite, pour tout ce qui concerne la liquidation des biens de la communauté, ce qu'il faut savoir, c'est que à partir du moment où on liquide la communauté, où il y a un acte liquidatif qui est fait, il va y avoir des droits qui vont devoir être payés au moment de cette liquidation, des taxes à l'État. Et donc, aujourd'hui, c'est 1,8% de l'actif net. Il va y avoir une baisse parce qu'avant, c'était 2,5. Donc, déjà, ça a baissé à 1,8 il y a peu de temps. Et donc, ça risque de baisser aussi à 1,1%. Mais enfin, il faut quand même savoir que ça coûte de l'argent que de liquider un patrimoine communautaire, à moins qu'on procède à cette liquidation, on vend par exemple la totalité des biens.
dans ce cas-là avant le divorce, et on n'aura pas de partage à faire, donc pas de droit de partage à payer. Voilà, donc ça c'est vraiment les aspects fiscaux importants. Il faut vraiment, vraiment s'y pencher, voir pourquoi pas si on a un patrimoine important, si on a vraiment construit des choses ensemble, etc. Pourquoi pas consulter un fiscaliste. Moi, je sais que j'avais eu un dossier comme ça, mais alors avec un patrimoine, je sais pas, il y avait peut-être 15 ou 20 biens immobiliers, des actions de toutes parts, des portefeuilles titres, voilà, c'était vraiment un couple qui s'était construit ensemble et qui voulait connaître exactement les conséquences fiscales de leur séparation. Et pour cela, on avait fait appel à un confrère fiscaliste, de famille fiscaliste. Il y en a très, très, très peu qui sont vraiment super bons et qui connaissent le domaine, parce que c'est un domaine, on doit être avocat fiscal au départ, et on doit s'être penché sur le droit de la famille et sur les conséquences en droit de la famille. Donc, c'est vraiment un aspect très, très important à connaître au moment où on se sépare. Une question de Daniel. Que devient le régime d'imposition sur le revenu, une déclaration pour le foyer, après le changement de régime de communauté à séparation de biens? On en a parlé déjà, hein. Ouais. Hormis le fait de ne pas vivre ensemble sous le même toit, qui pourrait permettre d'avoir deux déclarations différentes, le principe est que la déclaration d'impôt sur le revenu est toujours la même. Il n'y a pas d'impact au changement de régime de contrat de mariage. Voilà, tout à fait. Tout à fait. On compte le seul impact, c'est la séparation de fait, c'est-à-dire quand vous ne vivez plus sous le même toit, vous avez la possibilité à ce moment-là de remplir deux déclarations. Je l'ai vu une fois dans ma vie professionnelle, hein, pour la petite histoire, et j'avoue que j'avais été un petit peu surpris de voir des personnes qui étaient mariées mais qui ne vivaient pas du tout ensemble. Et quand je m'étais bien gardé, bien évidemment, de paraître surpris, mais il n'empêche qu'il y a sans doute des traits sur son visage qui peut paraître. Et la personne me dit, mais Monsieur Maurice, vous n'imaginiez pas qu'on était ensemble? Je dis, si, quand même, si, j'avais imaginé puisque vous étiez mariés. Mais bon, ça fait partie des surprises aussi de temps en temps. Non, mais il n'empêche que ça existe de plus en plus dans les couples recomposés qui veulent se remarier, mais qui veulent rester, qui veulent pas être sous le même toit parce qu'ils veulent éviter de s'affronter au quotidien. Voilà, donc c'est quelque chose qui est de plus en plus usité. C'est ce que je disais tout à l'heure, les couples non cohabitants. Voilà, voilà. Voilà, alors c'est moi qui ai mis le dernier slide, pour que vous puissiez, si vous avez besoin de poursuivre avec Caroline. Alors, je vais même faire quelque chose, Caroline, je vais me permettre. C'est ton adresse LinkedIn directement que je fais apparaître. Et donc, si vous avez besoin d'avoir recours au service de Caroline, c'est la meilleure avocate que vous puissiez avoir en la matière. Voilà, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. En tous les cas. En tout cas, ce que moi j'essaye de faire vraiment, c'est de faire passer l'humain avant tout. C'est aussi pour ça que je fais partie d'un réseau qui s'appelle le réseau Humanéthique, qui rassemble des professions différentes qui sont soumises à un ordre, donc des experts comptables, des médecins, des avocats, etc., qui ont pour préoccupation d'abord et avant tout l'humain. Parce que quand il s'agit du droit de la famille, bon, d'abord c'est un droit extrêmement technique. Alors vous l'avez peut-être un petit peu saisi, mais contrairement à ce qu'on pense, il suffit pas d'avoir une peine de cœur pour faire du droit de la famille. Mais au-delà de ça, c'est un droit, c'est pas anodin, surtout quand on a des enfants. C'est les enfants qui trinquent souvent, donc on doit pouvoir trouver une solution donnant de gagnant-gagnant, trouver une solution pour le bien de chacun, pour l'avenir, la séparation puisse devenir la plus sereine possible, parce qu'on s'aperçoit de plus en plus que lorsqu'on saisit un juge, le juge il va rendre une décision, on va être entendu pendant 2 minutes et demie, voire 3 minutes, les avocats 5 minutes chacun, et encore quand le juge est bien luné, et tout ne pourra pas être dit, tandis que dans les modes amiables et notamment dans le droit de la famille, on a la possibilité de s'exprimer, d'exprimer son ressenti et donc de repartir avec des abcès qui sont crevés et pour le bien de tous, le bien de la famille, le bien des enfants, lorsqu'on arrive à s'entendre, c'est quelque chose qui a une grande valeur.
Ok. Eh ben, sur ce, un grand merci, Caroline. Un grand merci. Un grand merci à toi, un grand merci à vous d'avoir participé. Je vois Clem qui dit pourra-t-on avoir le replay par mail SVP? Dans 5 minutes. Ça va arriver tout de suite, juste après. C'est automatique, ça arrive. En tout cas, moi, je tenais à remercier tous les participants, y compris les blagues. Hein. Puis on adore ça. D'ailleurs, je pense que Nicolas l'a pu le remarquer. Guillaume aussi, qui a adoré ta photo, tu sais, avec le gars là qui dit la question elle se pose même plus. Enfin, je sais plus quel est le truc là dans la Mercedes. J'ai adoré en tous les cas tous les participants et les questions étaient pertinentes. En tout cas, c'est toujours un très grand plaisir. Et puis, je demande encore à Caroline. Dans 2 mois de se voir encore de nouveau. Voilà, mais moi j'adore l'intro et j'adore la fin aussi parce que alors tes musiques disco, tes clips là que tu nous sors et j'adore. Je ne reviens rien que pour ça, je reviens. Et je continuerai de revenir. Voilà. Ok, du disco. Bon, écoutez, grand merci à tous et puis on se termine sur un air de disco. Hein, ça c'est à la demande cette fois-ci de Caroline directement.